Bienvenue à tous sur Monsieur Mystique l'histoire d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter 8 rencontres terrifiantes et vraies dans les montagnes des Appalaches. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager cette vidéo avec vos amis. Et dites-moi d'où vous regardez. Merci. Maintenant, commençons. Histoire 1 revient à la maison. Je m'appelle Ryan. L'automne dernier, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais osé avant, randonner seul. J'étais épuisé, comme si mon âme avait besoin d'un redémarrage brutal. Pas de sentier balisé, pas de touristes, juste moi, une carte en papier, et une forêt dont personne ne parlait jamais. Je pensais que ce serait une bonne façon de vider mon esprit. Un peu de silence. Je n'avais même pas pénétré profondément dans les bois que j'ai compris que ce ne serait pas la retraite apaisante que j'imaginais. Le terrain n'était pas difficile. Pas vraiment. Mais une sensation a commencé à me ronger après avoir passé le vieux panneau rouillé au début du sentier. Comme si on m'observait. J'ai secoué la tête, me disant que c'était juste le stress. Première randonnée en solo, après tout. J'ai continué. Après environ 8 km, le sentier a commencé à s'effacer. Pas disparaître, non, juste envahi. J'étais déjà trop loin pour faire demi-tour, et je me suis dit que si je forçais un peu, je tomberais sur une des vieilles pistes de bûcherons marquées sur ma carte. C'est là que j'ai trouvé la clairière. Un cercle parfait, découpé dans la forêt. Aucun bruit. Rien ne bougeait. Au centre, un arbre mort, noir, tordu comme s'il avait brûlé puis gelé en hurlant. Son écorce était striée de longues entailles, certaines fraîches, comme des griffures. Mais ce n'est pas l'arbre qui m'a arrêté net. Un morceau de tissu était accroché à une branche. Du flanelle rouge, délavé, déchiré. Exactement comme la veste que portait mon cousin Matt le jour où il a disparu, il y a 5 ans. Sans laisser de traces. J'ai fait un pas dans la clairière. Et ça m'a frappé. Mes oreilles ont claqué, comme un changement de pression, mais tordu. Tout était faux, comme si la gravité s'était inclinée de quelques degrés. J'ai tendu la main vers le tissu. Et puis je l'ai entendu. Pas fort. Pas même en colère. Juste lent. Humide. Comme si quelqu'un gargarisait mon nom avec une bouche pleine de sang. Je me suis retourné d'un coup. Il était là. À la lisière de la clairière, juste sous les arbres. Grand. Trop grand. Il devait se pencher pour ne pas toucher les branches. Ses bras étaient trop longs, ses articulations pliaient dans le mauvais sens. Sa peau semblait écorchée, comme si on l'avait pelée et laissée geler. Pas d'yeux. Juste 2 trous noirs. Et son visage. Il ressemblait à Matt. Enfin, une version de Matt. Comme si quelqu'un l'avait sculpté de mémoire, mais avait raté les détails. La mâchoire trop large, le sourire trop lisse, trop rempli de dents. Il a fait un pas en avant et a répété. Rentre à la maison. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là. D'abord, je n'arrivais pas à bouger. Puis mon corps a pris le relais et j'ai fui. J'ai foncé à travers les buissons, sans me soucier du bruit, sans même essayer d'éviter les branches. Je suis tombé au moins 4 fois, me déchirant les mains et les genoux. Je ne me suis arrêté qu'en heurtant un vieux marqueur en bois, penché et usé, mais familier. Je l'ai suivi jusqu'à la sortie. Je suis retourné à ma voiture, le souffle en lambeaux, ma chemise trempée de sueur. J'ai resté assis longtemps, les mains crispées sur le volant, fixant les arbres. Je ne savais pas quoi penser. Je n'ai même pas essayé d'expliquer ça à qui que ce soit. 2 semaines plus tard, un autre randonneur a disparu dans la même zone. Un jeune homme. Ils ont mentionné qu'il portait une veste en flanelle rouge. Les équipes de recherche n'ont rien trouvé. Je suis retourné une fois, en plein jour. Pas loin, juste pour voir si la clairière était toujours là. Il n'y avait rien. Juste des arbres épais et des ronces. Pas de cercle. Pas d'arbres morts. Je ne fais plus de randonnée. Je n'aime même plus marcher près des zones boisées. Mais je vais mieux maintenant. Je dors à nouveau. Je peux passer une journée entière sans penser à cette voix. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, ni pourquoi ça ressemblait à Matt. Je sais juste une chose. Je me suis échappé. Et je n'ai aucune intention d'y retourner. Si ces histoires vous plaisent, j'ai une petite demande.
Si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'aimerais vraiment l'entendre. Laissez un commentaire. Et si vous avez une idée d'histoire à me raconter la prochaine fois, n'hésitez pas. Un like et un abonnement signifieraient beaucoup. Et partagez ça avec vos amis. Je vous aime tous. Histoire 2: ce qui attend sous la mine. Je travaille à la maintenance dans un hôpital du comté de Winston, mais ça, c'est arrivé bien loin du boulot. Quelque chose dont je ne parle jamais, sauf si quelqu'un me coince après quelques verres. L'automne dernier, j'ai pris un long week-end et j'ai roulé jusqu'au chalet de ma famille près de Coldwater Ridge. Je n'y étais pas retourné depuis la mort de mon père. Il était juste là, vide, et je me suis dit que ça me ferait du bien. Un peu de ménage, vider ma tête. Pas d'attente. La première nuit a été calme. J'ai grillé des burgers, fait le tour de la propriété, j'ai même retrouvé l'ancien arbre que mon père et moi avions construit quand j'étais gamin. Ça m'a fait du bien. Simple. Familier. C'était après minuit que je l'ai entendu. J'étais sur le point de me coucher, assis sur le porche avec une bière. Le bruit venait de la colline, près de la lisière des arbres. Comme quelqu'un qui crache ses poumons, bas et rauque. Trop grave pour un animal, mais pas tout à fait humain non plus. Je me suis levé, à moitié attentif. J'ai pensé à un chien errant, ou à un vieux coyote enroué. J'ai même lancé un appel, détendu. Et, y a quelqu'un? Puis ça a répondu. Avec un rire. Sauf que ce n'était pas un rire. C'était quelque chose qui essayait d'imiter un rire, comme si ça en avait entendu un une fois, mais sans vraiment comprendre comment faire. Désordonné. Humide. Complètement faux. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, j'ai entrouvert le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil. La forêt était trop silencieuse. Puis j'ai vu quelque chose entre deux arbres. Grand. Au moins 2,10 mètres maigre. Ses bras pendaient trop bas, et ses doigts avaient l'air tordus, comme s'ils pliaient à trop d'endroits. Il ne bougeait pas. Juste debout, face à la cabane. J'ai reculé de la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'ai ni hurlé ni paniqué. Juste froid. Comme si tout mon sang s'était évaporé d'un coup. J'ai attrapé une lampe torche dans la cuisine et la vieille hache de mon père. Pas parce que je pensais pouvoir me battre, mais parce que rester là sans rien était pire. J'ai allumé la lumière du porche et ouvert la porte d'un coup, braquant le faisceau vers les arbres. Rien. Je suis sorti lentement. Aucune silhouette. Aucun mouvement. Mais au bas des marches, près du bord du chemin de gravier, j'ai trouvé quelque chose. Une empreinte. Longue. Nue. Avec des orteils étirés. La forme était humaine, mais les proportions fausses. Comme si quelqu'un avait copié un pied, sans comprendre les mesures. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis contre le mur de la cabane, les yeux rivés sur la porte, la hache sur les genoux. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises pour partir. Je voulais croire que je l'avais imaginé. Le stress, le manque de sommeil, le vieux chagrin qui me jouait des tours. Pourtant, quelque chose m'a empêché de démarrer tout de suite. À la place, j'ai grimpé jusqu'à un vieux sentier de crête qui passe près d'un puits de mine effondré, datant de l'époque où mon grand-père travaillait dans les galeries. Peut-être avais-je besoin de voir quelque chose de réel. Quand j'y suis arrivé, j'ai vu que les planches couvrant le puits avaient été enlevées. Pas brisées ou empilées soigneusement à côté de l'ouverture, comme si quelqu'un ne voulait pas les abîmer, juste les déplacer. Je me suis approché du bord. Silence de mort. Puis, du fond de la mine, j'ai entendu une respiration. Lente. Lourde. Pas un écho. Juste respirer. Inspire. Expire. J'ai couru. Sans réfléchir. J'ai sprinté jusqu'à ce que la cabane réapparaisse. J'ai attrapé mes clés, bondi dans le camion, et j'ai démarré en trombe sur ce chemin de gravier sans même vérifier les rétros. Je ne me suis arrêté qu'en atteignant la route principale. De retour chez moi, je me suis dit que j'en avais fini avec cet endroit. Quelques jours plus tard, j'ai signalé un problème structurel concernant le puits à l'office forestier local juste assez pour qu'ils aillent le sécuriser sans poser trop de questions. Je n'y suis jamais retourné. Je garde la cabane, je paie les impôts, mais je ne regarde même pas les photos. Je m'en fous que ce soit la mémoire ou la folie. Je sais ce que j'ai vu.
Et je sais que je m'en suis sorti. Ça me suffit. Histoire 3 ou celui qui portait mon visage. Ce n'était pas le genre d'héritage pour lequel les gens se battent. Juste une petite cabane grinçante sur une pente trop raide pour le facteur, cachée dans les arbres comme si elle se tairait. Pourtant, c'était l'endroit qu'il me fallait sur le moment. J'avais abandonné l'école, je ne parlais plus à mon père, et je n'avais aucune autre option. La cabane était restée vide pendant des années. Ma mère disait que personne n'y avait touché depuis la mort de grand-père, et que personne dans la famille ne voulait en approcher. Pas d'internet. Pas d'eau courante. Et loin de tout. Mais je me suis dit que je pourrais me vider la tête là-bas pendant quelques semaines. Pas d'attente. Juste un peu de solitude. Quand je suis arrivé, c'était silencieux. Pas paisible, juste vide. Le genre de silence qui fait siffler vos oreilles. La route s'était transformée en gravier 8 km plus tôt, et même ça avait abandonné avant l'aller. J'ai dû marcher le dernier kilomètre avec mon sac et mon glacière en bandoulière. À l'intérieur, ça sentait le bois pourri et les livres humides. Des toiles d'araignée, de la poussière sur tout, et des souris dans les murs, mais ça ne m'a pas dérangé. J'ai allumé un feu, fait bouillir de l'eau sur le poêle, et fouillé dans les étagères. Grand-père avait une collection bizarre, surtout du folklore ancien, des manuels de survie, et des livres de poche défraîchis. Je me suis installé. Les premiers jours ont été sans histoire. J'ai coupé du bois, réparé une porte d'armoire cassée, essayé de cuisiner des pâtes sur le feu. J'ai fait une liste de ce dont j'aurais besoin si je décidais de rester plus longtemps. Le silence me faisait du bien. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Je me réveillais avec le soleil. Je me suis dit que je pourrais rester un mois. Peut-être plus. Puis les choses ont commencé à déconner. D'abord, ce étaient des petits détails. Les oiseaux arrêtaient de chanter tous les jours à 10h30 pile. Je n'y ai pas prêté attention à une particularité du coin, peut-être. Mais ensuite, j'ai trouvé un raton laveur mort sur le porche. Parfaitement aligné au milieu du paillasson, comme si quelqu'un l'avait posé là exprès. Pas de blessure. Pas de sang. Juste mort. Je l'ai enterré sur le côté de la cabane, mais je n'ai pas pu me défaire de la sensation d'être observé pendant que je creusais. Plus tard dans la journée, j'ai surpris un corbeau me fixant depuis une branche basse. Immobile. Silencieux. Juste à m'observer. J'ai lancé un bâton vers lui, il n'a même pas cligné des yeux. Finalement, il s'est envolé. Cette nuit-là, j'étais derrière la cabane en train de fendre du petit bois quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Ellie. J'ai arrêté net. La hache était encore en l'air, mes doigts serrés autour du manche. Je me suis retourné et j'ai regardé dans les arbres. Rien. Juste des arbres, et la brume qui commençait à ramper entre les troncs. Puis à nouveau, étiré et plus doux. Ellie. Ça ressemblait à ma mère. Le même ton qu'elle utilisait quand elle m'appelait depuis le jardin quand j'étais gamin. Sauf qu'elle était à 3 états d'ici, et que je n'avais dit à personne où j'étais. Personne ne connaissait même l'adresse exacte. J'ai lâché la hache et je suis rentré. J'ai verrouillé la porte, fermé les rideaux. Les serrures étaient raides et vieilles, mais elles ont tenu. Je me suis assis par terre et j'ai écouté. Rien. Le lendemain matin, je me suis convaincu que c'était un animal, ou un écho dans les arbres. Peut-être un chasseur égaré. J'étais au milieu de nulle part. Tout était possible. Mais j'ai commencé à trimballer la hache partout après ça. La 5e nuit, ça a frappé. 3 coups lourds sur la porte d'entrée. Pas un toc. Pas le vent. Un coup. Puis le grattement long et lent, comme si des ongles, ou quelque chose qui prétendait être des ongles, traînait sur le bois. J'ai attrapé le vieux fusil de chasse de grand-père au-dessus de la cheminée, je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le judas. Rien. Puis je l'ai entendu. Ma voix. De l'autre côté. Laisse-moi entrer. Ce n'était pas faux. Pas exactement. C'était moi. Même voix, mêmes intonations, mais quelque chose manquait. Trop plat. Trop répété. S'il te plaît, a-t-il dit. Je suis toi. Ça m'a glacé le sang. La voix n'a ni bégayé, ni hésité. C'était comme entendre un enregistrement de moi-même, mais un que je n'avais jamais fait. Puis ça a commencé à utiliser d'autres voix.
ma mère. Mon petit frère. Un ami mort dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans. L'une après l'autre. Chacune parfaite. Mais les mots étaient vides, comme si quelqu'un portait leur voix comme des masques. Je suis resté éveillé toute la nuit, assis avec le fusil et une lampe torche, jusqu'à ce que les piles meurent. Le lendemain, j'ai commencé à lire les vieux livres de grand-père. Il y avait des pages sur les rituels de protection, les sorts, les lignes de sel, les clous en fer, des trucs de folklore. Je ne savais pas si ça marchait, mais j'avais besoin de quelque chose. J'ai barricadé les fenêtres, saupoudré du sel sur tous les seuils, enfoncé des clous dans les chambranles, dessiné des symboles à la craie que je comprenais à peine. Cette nuit-là, il était là, à la lisière des arbres. Il me ressemblait. Même vêtements, même bottes, mais le visage. Mon Dieu. Proche, mais pas juste. Le sourire trop large. La peau étirée, comme si on l'avait tiré sur autre chose. Il ne bougeait pas comme un humain. Il saccadait, comme une marionnette au fil mal ajusté. Il n'a ni frappé, ni appelé. Il m'observait, c'est tout. La nuit suivante, il s'est approché. J'ai entendu quelque chose traîner autour de la cabane sa main, un bâton contre le revêtement, toujours juste hors de vue. J'ai essayé de le faire fuir avec le fusil, mais chaque fois que je regardais par les fenêtres, il avait disparu. La 9e nuit, il a essayé la porte de derrière. J'ai entendu la poignée bouger au lent, prudent, comme s'il me testait. Puis il a parlé à nouveau, avec ma voix, suppliante. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je ne veux pas être seul. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. Après ça, j'ai arrêté de dormir. J'ai arrêté de manger. Juste assis avec le fusil, à regarder les ombres ramper sur les murs. La dernière nuit, il n'est pas venu à la porte. Il était dans la clairière, m'observant, silencieux. Il n'a pas bougé quand le vent a soufflé. Il n'a pas cligné des yeux, juste resté là alors que la dernière lumière s'éteignait. Ça a été le déclic. J'ai fait un sac en vitesse, j'ai tout laissé aux vêtements, outils, même le fusil. Je suis sorti par derrière et je n'ai pas arrêté. J'ai suivi les étoiles, traversé des ruisseaux, continué jusqu'à atteindre un poste de rangée juste après l'aube. Ils ont cru que j'étais déphoné. Peut-être que j'avais l'air. Je n'avais pas dormi depuis des jours. Je n'avais pas parlé à un humain depuis presque 2 semaines. Je m'en fichais. J'étais sorti. Je n'y suis jamais retourné. Je ne supporte même pas de regarder cette partie de l'État sur une carte. Histoire 4. Ce qu'elle a pris. Mon père est mort net, dans le parking d'un magasin de bricolage à Maple Run, Tennessee. Son cœur a lâché alors qu'il chargeait un sac de pieds de poulet à l'arrière de son camion. Fin de l'histoire. Sauf que non, parce qu'il a laissé derrière lui mon frère. Michael avait 16 ans. Il parlait à peine, et il n'allait clairement pas bien. Après que notre mère nous ait abandonnés quand il avait 10 ans, il s'était replié sur lui-même, avait arrêté de faire confiance aux gens, de parler en phrases complètes. Les rares textos que je recevais de lui étaient toujours en un mot. Ça va. Ouais. Non. Ce genre de choses. À l'époque, je vivais à Raleigh, je faisais du support technique depuis mon appartement, surtout des nuits, rien de glamour, mais ça payait le loyer et me gardait occupé. Je n'étais pas retourné à Maple Run depuis presque 8 ans, et je n'avais aucune intention d'y revenir. Mais après la mort de papa, il n'y avait plus personne. J'ai pris un congé, je me suis dit que ce serait une semaine, 2 max, j'ai fait mes valises, j'ai fermé l'appartement, et j'ai fait les 6 heures de route dans une voiture empruntée. Quand j'ai atteint ces routes de montagne sinueuses, je remettais déjà tout en question. Mika n'a presque rien dit quand je l'ai récupéré au bureau de l'école. La conseillère m'a tendu un dossier aux notes, rapport de comportement, avertissement. Il a besoin de structure, a-t-elle dit. Un environnement stable. J'ai failli rire. On allait dans une cabane d'une pièce sans plomberie et sans réseau. La stabilité n'était pas au menu. Papa avait construit l'endroit avec quelques potes au début des années 80. C'était à 1 heure de la ville, plus profond dans les bois que dans mes souvenirs. Un rectangle de cèdre sombre et de fenêtres rapiécées, en retrait de la route en terre, presque invisible à moins de savoir exactement où chercher. À l'intérieur, c'était simple. Un vieux poêle en fonte, 2 lits grinçants, et une échelle menant à un grenier.
Des toilettes à compost dans le hangar, et une pompe à main rouillée derrière qui crachait de l'eau marron pendant 1 minute avant de s'éclaircir. Mika n'a pas râlé. Ça aurait dû être un signal d'alarme. La première nuit, on a mangé des raviolis en boîte et on est resté assis sur le porche à regarder les arbres. Il a ri quand j'ai essayé d'écraser un moustique et que j'ai failli tomber de ma chaise. Ce petit son, à peine un gloussement, m'a semblé un putain de miracle. On a joué aux cartes jusqu'à ce que la lanterne s'éteigne, puis on s'est écroulé tôt. J'ai dormi comme une pierre pour la première fois depuis des mois. Mais la deuxième nuit, les choses ont commencé à déconner. Je me suis réveillé juste après minuit à cause d'un bruit sur le mur. 3 coups. Lents. Espacés. Toc. 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 J'ai retenu mon souffle et j'ai écouté. Puis plus rien. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Mika était allongé là, grand ouvert, les yeux fixés au plafond, comme s'il l'avait entendu, lui aussi. « Ça va » ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. « Tu as entendu » ai-je demandé. « Elle frappait » a-t-il dit, la voix plate. Sur le mur. Ça m'a cloué le bec. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le porche. Juste des arbres. Le silence. Le genre de calme qui s'infiltre sous ta peau. Je suis resté là 10 minutes, puis je suis rentré. On n'en a pas parlé le lendemain, mais Mika avait mauvaise mine. Cerne noire, nerveux. Quand je lui ai demandé s'il avait dormi, il a secoué la tête. Elle a chuchoté mon nom, a-t-il marmonné, juste dehors, près de la fenêtre. Qui, ai-je demandé, en gardant un ton léger. Il a juste dit, astérisque, elle est là dehors. Et il est parti. Maintenant, grandir à Maple Run, tu entends des trucs. Des légendes. Des vieux avertissements déguisés en histoire. Celles dont les gens murmurent, surtout quand ils sont saouls ou qu'ils veulent faire peur aux gamins, c'est la sorcière de la cloche. Différentes versions, mais ça finit toujours mal. Des griffures sur les murs, des chuchotements, des gens qui disparaissent. Mon père disait qu'il ne croyait pas aux fantômes, mais il ne nous laissait jamais dormir les fenêtres ouvertes. La 3e nuit, ça a empiré. Je me suis réveillé en hurlant. J'ai grimpé l'échelle en vitesse pour trouver Mika par terre, recroquevillé et tremblant. Sa jambe saignait. 4 longues entailles peu profondes le long de son mollet. Pas assez pour avoir besoin de poings, mais nettes. Précises. Comme si quelque chose l'avait griffée. Elle était là, a-t-il haleté. Je l'ai vue. J'ai attrapé les clés, prêt à filer direct en ville. Mais le camion était mort. Pas juste à plat. Silencieux. Pas de clic, pas de voyant sur le tableau de bord. J'ai ouvert le capot. Tout avait l'air normal. Câble de batterie serré. Pas de fuite. Rien. Il refusait de démarrer. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, un couteau à la main, à écouter. Vers 3 heures, j'ai entendu quelque chose sous la cabane. Au début, j'ai pensé à un raton laveur ou un opossum, mais le rythme était trop régulier. Ça ressemblait à des doigts grattant la terre. Lent. Déterminé. J'ai collé mon oreille au sol. Le bruit a augmenté. Puis une voix, rauque et proche, comme si c'était juste sous les planches. Tu es. Elle a dit mon nom. Pas un surnom. Pas et ou toi. Mon nom complet. De la façon dont seule ma mère le disait quand j'étais dans la merde. Le lendemain matin, Mika avait disparu. Son lit était vide. Pas de sang, pas de lutte, juste son hoodie plié soigneusement sur le porche, comme s'il était parti de son plein gré. J'ai hurlé son nom jusqu'à en perdre la voix. J'ai cherché pendant des heures, faisant le tour de la cabane. Aucune trace. Aucun signe. Juste des arbres sans fin. À la nuit tombée, j'avais arraché les planches du sol dans la pièce principale. En dessous, juste de la terre. Mais quand je me suis penché, j'ai entendu des pleurs. Faibles. Lointains. Comme s'ils venaient de kilomètres sous terre. J'ai creusé avec mes mains, déchiré la terre compacte jusqu'à avoir les paumes à vif. Je ne me suis arrêté que quand je me suis évanoui d'épuisement. Quand je me suis réveillé, il faisait à nouveau nuit. C'est là que j'ai décidé de tout brûler. J'ai trouvé un bidon d'essence dans le hangar, je l'ai versé dans toute la cabane,
dans chaque pièce, même le grenier. J'ai allumé une allumette et j'ai regardé le feu prendre. L'endroit a brûlé vite. Bois vieux, air sec. Je suis resté dehors jusqu'à ce que le toit s'effondre, jusqu'à ce que les flammes noircissent les arbres. 2 jours plus tard, on m'a retrouvé marchant pieds nus sur une route de comté, couvert de suie, déshydraté, les ongles cassés, les yeux gonflés. Je leur ai tout raconté. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas posé de questions non plus. Mika n'a jamais été retrouvée. La cabane non plus. Quand ils ont fouillé la zone, tout ce qu'ils ont trouvé, c'était une clairière calcinée. Pas de fondation. Pas de mur. Juste cendre et terre. Je suis parti de l'État après ça. J'ai trouvé un boulot à Wilmington. J'ai changé de numéro. J'ai commencé à me faire appeler par mon deuxième prénom. Histoire 5. Celui qui portait la peau de mon frère. C'est surtout un travail solitaire, réparer des robinets qui fuient, vérifier les systèmes de chauffage, ce genre de choses. J'aime la solitude. Le calme me convient. L'automne dernier, on m'a affecté à une cabane de luxe près de la lisière de la forêt de Pisgah. Le client était parti un jour plus tôt, laissant un mot sur des bruits étranges, des grattements dans les murs, des chuchotements la nuit. Les citadins se font souvent effrayer par les craquements de la forêt, alors je n'y ai pas prêté attention. Je suis arrivé vers 17 h, le soleil commençant à descendre derrière les arbres. En remontant l'allée de gravier, j'ai remarqué un homme debout sur le porche. Il portait une chemise à carreaux, un jean et des bottes couvertes d'argile rouge. Il avait l'air d'un local, mais quelque chose clochait. Il était trop immobile, comme s'il posait pour une photo et avait oublié de bouger après. Je suis sorti de mon camion, ma boîte à outils à la main, et j'ai lancé. « Vous logez ici ?» Pas de réponse. J'ai gravi les 2 premières marches. Cette cabane est censée être vide. Puis il a souri. Trop large. Trop lent. Ses lèvres se sont relevées un peu trop, révélant des dents qui ne correspondaient pas. Trop nombreuses. De tailles différentes. Et ses yeux. Ils n'étaient pas marron foncé. Ils étaient noirs. Pas comme quelqu'un aux yeux sombres. Noirs comme s'il n'y avait rien derrière. C'est là qu'il a dit mon nom. Derek. Je ne lui avais pas dit mon nom. J'ai gelé. J'ai essayé de garder une voix stable. On se connaît ? Il a incliné la tête lentement, comme un chien essayant de comprendre un nouveau mot. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai déjà porté la peau de ton frère. Mon frère Caleb s'est noyé dans la rivière près de Hawkes Point quand j'avais 12 ans. On a retrouvé ses bottes, sa canne à pêche, mais jamais son corps. Pendant des années, j'ai rêvé qu'il avait juste marché dans les bois, encore vivant quelque part. Mais la façon dont cet homme l'a dit, ce n'était pas une confession. C'était une menace. « Je veux être toi le prochain », a-t-il chuchoté. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis retourné et j'ai fui vers mon camion, le cœur battant, la boîte à outils cliquetant contre le gravier. J'ai claqué la porte, verrouillé, et démarré en trombe sur l'allée, sans me soucier des branches qui raclaient le châssis. Je n'ai pas regardé en arrière, pas avant d'être de retour sur la route principale. Il avait disparu. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Ses dents mal placées. Ses yeux sans fond. J'ai gardé les lumières allumées, un fusil chargé près de la porte. Je n'ai même pas raconté à mon patron ce qui s'était passé. Comment expliquer ça ? Désolé, je ne peux pas finir l'appel. Un démon en chemise à carreaux a essayé de me voler mon visage. 1 semaine a passé. Puis 2. Rien ne s'est produit, jusqu'à ce que je commence à entendre les coups. Pas fort. Juste doux. 3 tapes. Toujours à la porte de derrière, toujours à 21h17 pile. Je vérifiais à chaque fois. Rien. J'ai même installé des lumières à détecteur de mouvement. Rien. Pas d'empreinte dans la terre, pas de traces, juste le silence et le goût de la peur, épais et métallique sur ma langue. Puis une nuit, je l'ai entendu parler juste dehors, près de la fenêtre de ma chambre. « Laisse-moi entrer, Derek. » J'ai froid. Ce n'était même pas une voix humaine. C'était comme si quelqu'un essayait d'imiter la parole, mais sans vraiment comprendre comment fonctionne une bouche. Les syllabes étaient trop nettes, le rythme faux.
Ma peau a frissonné, et je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. J'ai commencé à poser des questions discrètement. Aux vieux locaux, le genre de gens qui ne parlent pas beaucoup sauf si tu sais déjà ce que tu demandes. Une femme, 80 ans si c'en était une, m'a dit de laisser du lait sur le rebord de la fenêtre pour les esprits. Un autre m'a conseillé de brûler de la sauge blanche, mais un vieux nommé Verne m'a attrapé la main et ne l'a pas lâché. Mon gars, a-t-il dit en me fixant droit dans les yeux. Tu n'as pas vu un fantôme. Tu as vu quelque chose de plus vieux que ces montagnes. Il m'a parlé des peaux rouges skinwalker. A dit que les Cherokees ne prononcent même pas leur vrai nom. A dit, une fois que tu en vois un, ça te marque. Ça ne veut pas te faire peur. Ça veut t'entrer. Ça veut ta vie. Maintenant, ça te connaît. Verne a ajouté, et c'est patient. Je ne suis jamais retourné dans cette cabane. J'ai démissionné un mois plus tard. Déménagé à Boone, plus près de la ville, des gens. Je me réveille encore certaines nuits, trempé de sueur, le cœur battant, croyant entendre le doux coup d'un os sur du bois. J'ai commencé à voir des gens dans la rue qui me semblent un peu trop familiers. Trop immobiles. Trop propres. Une caissière dont les yeux ne clignent pas. Un voisin qui me salue exactement de la même façon chaque fois que je le vois. Histoire sur la chanson des os. C'est le genre d'endroit où la grand-mère de ton voisin a une histoire de fantôme pour chaque virage de la rivière. La plupart sont inoffensives, juste de quoi faire peur aux gamins ou passer le temps autour d'un whisky et d'un jeu de cartes. Je pensais les connaître toutes. Je croyais connaître chaque sentier, chaque vallon, chaque écho du vent dans ces bois. Je me sentais en sécurité. Ça a changé un matin d'octobre. Je m'en souviens clairement parce que c'était mon premier jour de congé depuis des mois. Juste un vendredi ordinaire. Rien de dramatique. Le genre où tu te lèves un peu tard, t'étires, et bois ton café pendant qu'il est encore chaud. J'avais prévu de ne rien faire du tout. Mais vers la fin de la matinée, l'air dehors était trop vif pour l'ignorer. Ce genre de fraîcheur automnale qui te donne envie de bouger. Alors j'ai attrapé mon sac, j'y ai fourré une bouteille d'eau, une barre de céréales, ma veste coupe-vent, et j'ai décidé de faire une petite randonnée. Je n'ai même pas réfléchi 2 fois au sentier que j'ai choisi. Widow's Hollow, le vallon de la veuve. C'était toujours mon refuge quand j'avais besoin de calme. Il n'est sur aucune carte actuelle, pas officiellement. Les panneaux sont rouillés et à moitié enterrés derrière une rangée de pins affaissés. Le début du sentier est marqué par un panneau aux défenses d'entrée et délavé, cloué à un arbre, mais personne ne le fait respecter. Les locaux savent. Certains l'utilisent. La plupart l'évitent, pas à cause du nom, mais à cause des histoires. Des murmures sur des disparitions, des voix entendues, le genre de truc que les gens racontent pour rendre un endroit flippant. Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste des histoires. J'ai posé le pied sur le sentier et j'ai immédiatement senti ce silence que tu ne trouves que dans les bois quand l'automne s'installe vraiment. L'odeur de mousse et de feuilles mortes. Ce doux craquement de la terre humide sous les pas. Le vent glissant entre les branches comme un long soupir fatigué. C'était paisible. Pendant un moment. À 3 kilomètres, tout a changé. Elle était juste là. Je ne l'ai pas entendue approcher. Je ne l'ai pas vue sortir des arbres. Une seconde, le sentier était vide, et l'instant d'après, elle était là, devant moi, comme sortie d'un rêve ou d'un souvenir que je ne savais pas avoir. Elle avait l'air faux. Pas menaçante, juste faux. Ses vêtements étaient boueux. Sa chemise à carreaux pendait sur elle comme si elle l'avait empruntée à quelqu'un de 2 fois sa taille. Et son jean était déchiré aux genoux. Sa peau avait cette teinte gris pâle que tu n'as que quand tu as trop froid depuis trop longtemps. Elle a levé les yeux et sa voix a à peine porté jusqu'à moi. « S'il te plaît, a-t-elle dit. Peux-tu me raccompagner en bas de la montagne ?» Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas demandé qui elle était ou comment elle était arrivée là. J'ai juste hoché la tête. Elle a attrapé mon bras, et je jure devant Dieu que c'était comme tenir quelque chose de mort. Aucune chaleur. Ses doigts étaient raides, comme s'ils ne pliaient pas correctement. J'ai dû me retenir de me dégager. On a commencé à marcher. J'ai essayé de poser des questions. Tu es blessé? Perdu? Tu as un téléphone? Mais elle n'a pas répondu. Juste gardé les yeux sur le sentier, les lèvres remuant. Au début, j'ai cru qu'elle chuchotait pour elle-même. Peut-être priait-elle.
Mais après quelques secondes, j'ai saisi les mots. Enterre l'os et il ne rentrera pas à la maison. Elle le répétait sans arrêt. Assez bas pour que je doive me pencher pour entendre. Même rythme. Même cadence. Comme une berceuse retournée. On a continué, et la forêt a commencé à sembler bizarre. Difficile à expliquer, comme si elle nous observait. Le vent est mort. Les oiseaux se sont tus. Le silence n'était plus paisible. C'était le genre qui t'écrase. Trop immobile. Trop calme. C'est là que j'ai commencé à remarquer les choses hors du sentier. Une seule chaussure d'enfant, boueuse, s'enfonçant dans le sol. Un bocal en verre rempli d'eau trouble et de quelque chose de sombre et enroulé à l'intérieur. Une balançoire en corde pendue à une branche morte, oscillant doucement alors qu'il n'y avait pas de vent. Le chant de la fille n'a pas cessé. Je n'arrêtais pas de regarder derrière nous, à moitié attendant que quelque chose émerge des fourrés. Je ne pouvais pas me défaire de la sensation qu'on nous suivait pas une personne, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de lent. De patient. Quand on a finement sorti des arbres près de la base du sentier, elle s'est laissée tomber à genoux, comme si elle s'était tenue debout par pure volonté. Elle a halté, comme si l'air avait changé. Je me suis accroupi près d'elle, essayant de ne pas paniquer. « C'est parti », a-t-elle chuchoté. « Quoi » ai-je demandé. Elle ne m'a pas regardé, juste fixé le sentier comme si ce qu'elle fuyait pouvait encore la voir. Je l'ai amenée au poste de rangée. C'est à peine plus qu'une cabane glorifiée à un bureau, un tableau d'affichage rempli de cartes délavées par le soleil et d'avis de disparition. L'air sentait les vieilles thermos et la flanelle jamais lavée. Elle s'est assise sur le banc, serrant la tasse de café que je lui avais faite comme si c'était la vie elle-même. Après un long silence, elle a finement parlé. Je l'ai entendu avant de le voir, a-t-elle dit. Le chant, m'a-t-elle raconté. Ça a commencé doux, un bourdonnement, une mélodie d'enfant. Elle a cru que c'était une famille à proximité. Mais ça n'a pas cessé. Ça l'a suivi. Devenu plus fort. Pas d'une direction, mais de toutes. Comme si les arbres chantaient. Comme si le sol bourdonnait. Puis les paroles ont changé. Enterre les os en ligne tordue. Le sang devient froid et le souffle noirci. Tourne-toi. Il est dans ton dos. Je pouvais voir sa main trembler même alors qu'elle essayait de faire semblant que tout allait bien. Elle a dit qu'elle avait essayé de courir. Jurait qu'elle descendait la pente, mais se retrouvait toujours au même endroit. Même souche. Même arbre avec des initiales gravées. Elle tournait en rond, et le chant a commencé à rire, pas un rire humain, quelque chose de brisé, de guttural, comme s'il savourait sa peur. Elle a dit que juste avant d'abandonner, elle avait entendu mes pas. C'est laquelle a couru vers moi. Tu m'as sauvé, a-t-elle dit. Mais maintenant, toi aussi, tu l'as entendu. Quand elle est partie, j'ai demandé au ranger un vieux avec un genou déglingué et un regard écarquillé s'il savait quelque chose sur ce sentier. Il n'a pas répondu tout de suite, il m'a juste regardé longtemps. Astérisque, certains hurlements, par ici ? A-t-il dit. Ils gardent ce qu'ils attrapent. Juste avant que je parte, la fille a touché mon bras. J'ai déjà vu quelqu'un comme toi, a-t-elle dit. Même sentier. Même regard. J'ai aidé un gars comme ça. Qu'est-il arrivé, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas, mais le sentier l'a retrouvé. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les fenêtres fermées à double tour, j'ai juré entendre juste au bord du sommeil cette mélodie. Ce rire. Je ne randonne plus seul. Je n'ai plus jamais mis les pieds sur ce sentier. Probablement jamais. Histoire 7. Les escaliers vers rien. On était ensemble depuis 6 ans, vivant dans ce chaos équilibré. Elle, c'est une scientifique neurosciences, plus précisément. Elle lit des études de cas sur le comportement cognitif comme d'autres lisent des romans de plage. Moi, je suis le mec qui peut réciter par cœur chaque observation de cryptide dans les Blue Ridge. Histoire de fantômes, disparitions non résolues, trucs qui font du bruit la nuit. Mon genre de lecture avant de dormir. On n'était pas en mauvaise posture, mais on était tous les deux un peu à vif. Semaine de boulot interminable, notifications sans fin, ce genre de fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Alors j'ai vendu ça comme une pause. Pas de téléphone. Pas de Wi-Fi.
Juste nous et les montagnes. J'ai appelé ça, réinitialiser le système. Mia a appelé ça, du camping primitif avec un toit. Mais elle a accepté à une condition, pas de chasse aux fantômes. D'accord. J'ai trouvé la cabane sur un site de location douteux. La plupart des annonces ressemblaient à des camps d'été retournés à l'état sauvage, mais celle-ci sortait du lot. Rustique, oui, mais belle à sa manière hantée. Toit en tôle, véranda faisant le tour, en plein cœur des Appalaches, hors d'un bourg appelé Midge, en Caroline du Nord. Le trajet a été long, et quand on a passé la dernière station-service, le réseau a disparu. Arrow Creek était la dernière vraie ville, et même l'appeler ainsi était généreux. Un feu tricolore, un dîner qui vendait encore du RC Cola, et un vieux devant la poste qui nous a regardés comme s'il avait déjà vu des gens comme nous. Plein d'idées, pas assez de bon sens. Endroit accueillant, a marmonné Mia en remontant sa vitre, comme si elle scellait une contagion. Après Arrow Creek, la route serpenta comme un ivrogne étroite, avec des virages aveuglés et des arbres qui se penchaient trop près, comme s'ils écoutaient aux portes. Quand on a finement atteint la cabane, le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur le gravier. C'était silencieux. Trop silencieux. Pas d'insectes. Pas de vent. Juste ce silence lourd comme une respiration retenue. À l'intérieur, ça sentait le pain ancien et l'humidité oubliée. Des mottes de poussière capturaient les derniers rayons à travers des vitres déformées. L'endroit n'était pas sale, juste inutilisé. Le temps s'était installé dans les coins. La première nuit fut bonne. Mia a allumé un feu pendant que je luttais avec un poêle à bois qui avait plus de caractère que de fonction. On a mangé des céréales dans des tasses à café sous un ciel si rempli d'étoiles qu'il semblait faux. C'est le seul moment dont je me souviens avec chaleur. Le calme avant. On était assis sur le porche, faisant passer une bouteille, l'air assez froid pour voir notre souffle. Et je me souviens de Mia, enroulée dans une vieille couverture, son visage adouci par la lumière du feu. Puis elle est rentrée chercher une autre couverture, et je l'ai entendue. Une voix de femme, faible, juste à la limite de l'audible. Appelant. Pas en hurlant, juste en appelant, presque poliment. J'ai gelé. J'ai fixé la lisière des arbres, mais il n'y avait rien. Juste des ombres dans le contour de la forêt. Puis ça s'est arrêté. Quand Mia est ressortie, je n'ai rien dit. Peut-être que je ne voulais pas semer des histoires. Ou peut-être espérais-je l'avoir imaginé. Le lendemain matin, on a randonné. Il y avait un sentier derrière la cabane, à peine visible sous les aiguilles de pin. Il semblait marqué sur la vieille carte papier que j'avais imprimée, et on a pensé qu'il nous ramènerait en boucle. Ce ne fut pas le cas. Plus on avançait, plus la forêt se refermait. Les arbres devenaient plus denses, plus sombres. L'air est devenu humide, comme un sous-sol après la pluie. Même Mia, qui ne se laissait jamais déranger par la météo, frottait ses manches comme si quelque chose rampait sur elle. Au bout de 3 heures, le sentier avait disparu. Puis ce silence est revenu. Pas d'oiseaux. Pas de brise. Juste ce son sous-jacent, bas, constant, comme un chuchotement juste en dessous du seuil de compréhension. Tu l'entendais, mais sans savoir si c'était réel. Puis on les a vus. Les escaliers. 12 marches en pierre, fendillées par l'âge, jaillissant du sol comme l'échine d'une maison oubliée. Elles menaient nulle part. Pas de plateforme. Pas de rampe. Juste des marches se terminant dans le vide. Mia en a été immédiatement attirée. On dirait quelque chose qu'on a arraché au temps, a-t-elle dit en faisant le tour. Sa voix était curieuse, mais sourde. Révérencieuse. Moi, j'ai ressenti l'exact opposé. Mon estomac a chuté rien qu'à les regarder. Ne montons pas. Ai-je commencé? Trop tard. Elle a posé le pied sur la première marche, et j'ai senti comme un changement de pression. L'air s'est épaissi. Elle a grimpé jusqu'en haut, et quand elle s'est retournée, son visage avait changé. Vide. Lointain. C'est différent, ici, a-t-elle dit. Mais sa voix était déformée, floue, comme un mauvais signal. J'ai paniqué. J'ai couru, lui ai attrapé le bras. Au moment où je l'ai touchée, elle a sursauté, comme si je l'avais réveillée d'un cauchemar indicible. On n'a pas parlé. On a juste marché en arrière, dans ce qu'on croyait être la bonne direction, sans vraiment savoir. De retour à la cabane, Mia avait l'air pâle, frottait ses bras, faisait les 100 pas.
Cette nuit-là, elle a verrouillé toutes les portes, puis les a vérifiées encore et encore. À 3h12, le Porsche a craqué. Je me suis réveillé non pas à cause du bruit, mais d'une sensation lourde. Puis j'ai entendu les pas lents. Délibérés. 3 pas silence. Puis, Ryan, sort. La voix était douce. Presque gentille. Mais pas humaine. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. À côté de moi, Mia s'est agitée. Je me suis tourné, et ses yeux. Noirs. Pas de blanc. Pas d'iris. Juste le vide. J'ai trébuché, heurté le sol violemment. Elle a cligné des yeux, s'est redressée, les yeux normaux à nouveau. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle marmonné. Je n'ai pas pu répondre. Elle s'est rendormie comme si rien ne s'était passé. Moi, non. Je suis juste resté à fixer la fenêtre, observant l'obscurité jusqu'à ce que la première lumière fende l'horizon. On n'a pas parlé ce matin-là. On a juste fait les valises. Tout jeté dans la voiture comme si on était poursuivi. En redescendant la montagne, j'ai vérifié le rétro. C'est là que je l'ai vu. À la lisière des arbres. M'observant. Pâle. Les cheveux emmêlés comme des algues. Les bras trop longs. La tête penchée de travers, comme si ses os avaient été disposés par quelque chose qui avait lu des descriptions d'humains, mais n'en avait jamais rencontré. Elle a souri. Puis le rétro s'est fendu. On a roulé. Sans s'arrêter pour l'essence. Sans manger. Sans parler jusqu'à ce qu'on franchisse la frontière de l'État. Ça fait 2 ans. Mia refuse d'en parler. Elle a jeté tout le matériel. Effacé toutes les photos. Brûlé la carte papier dans la cheminée. Je l'ai surprise en train de le faire, et elle n'a pas dit un mot. Histoire lui celui qui n'est plus vraiment là. Je kiffe savoir que mon téléphone est chargé. J'aime les thermostats. J'aime commander à manger sans avoir à allumer un feu d'abord. Alors, naturellement, je sors avec quelqu'un qui pense que les antennes relais sont la chute de la civilisation. Rachel a toujours été plus aventureuse que moi. C'est le genre de personne qui trouve la paix là où la plupart verraient du sumac vénéneux. Une fois, elle a passé un week-end dans un hamac entre 2 arbres pendant un orage, pour le fun. Moi, je considère ça comme une crise mineure si j'oublie mon chargeur quand on part en voyage. Alors quand elle a lancé l'idée d'une semaine complète de randonnée dans l'arrière-pays des Allegheny, j'ai su que ce n'était pas négociable. Elle avait besoin d'espace, de calme, et je me suis dit que peut-être, moi aussi, j'avais besoin d'une pause. Pas d'écran. Pas de mail. Pas de petite notification rouge qui chuchote que je suis en retard. Juste nous, a-t-elle dit en souriant. J'ai souri en retour, et mon estomac s'est un peu noué. Ça a commencé plutôt bien. Dur, mais bien. Les journées étaient longues, mes jambes me détestaient, mais on a trouvé de bons spots pour camper, et on a même réussi à cuisiner quelque chose de à peu près mangeable sur le feu. Rachel était dans son élément, et la voir aussi heureuse a aidé à atténuer mon malaise. J'étais fatigué, mais d'une façon qui semblait méritée. Mon téléphone gisait mort dans mon sac, et pour une fois, je n'avais pas sans arrêt l'envie de le sortir. Mais la 4e nuit, j'ai heurté un mur. J'étais sale, courbaturé, dégoûté par le goût de fumée dans ma bouche, et complètement à cran de faire semblant que je ne manquais pas à mon lit. On avait passé toute la journée à gravir une pente impitoyable, et quand on a finement atteint le sommet, mes mollets menaçaient la mutinerie. C'est là qu'on a trouvé le camping. Petit ou juste 5 emplacements nichés dans un creux. 2 étaient déjà occupés. L'endroit avait l'air de quelque chose de depuis longtemps oublié. De la mousse sur les tables, des poteaux à moitié pourris marquant les foyers, et en haut d'une petite colline, un bâtiment sanitaire. La construction penchait, comme si elle avait une jambe plus courte que l'autre, et je m'attendais à ce que l'intérieur ne soit que toile d'araignée et regret, mais non. Le bloc sanitaire avait une cabine, un miroir fêlé, et étonnamment un petit coin buanderie, avec une machine à laver et un sèche-linge ronronnant faiblement à côté d'un distributeur de pièces abîmées. Le générateur dehors toussait de temps en temps, luttant pour les garder en marche. Tout ça semblait surréaliste, comme une capsule temporelle des années 70 qui fonctionnait encore. Rachel a commencé à déballer, et j'ai proposé de faire la lessive, surtout pour être seul un moment. Elle a haussé un sourcil et m'a taquiné. « Toi, tu te portes volontaire pour les corvées ? Qui es-tu ?
J'ai haussé les épaules, attrapé le sac, et grimpé la pente vers le bloc sanitaire. C'était silencieux à l'intérieur. Trop silencieux. J'ai chargé la machine, jeté les drôles de petits jetons que le ranger nous avait donnés à l'arrivée, et me suis assis sur le banc avec un livre. C'était vachement bien, en fait astérisque. Le bourdonnement de la machine remplissait l'espace, et pendant un moment, j'ai oublié la douleur dans mes jambes et les démangeaisons dans ma nuque. Jusqu'à ce que je le sente. Ce changement de pression. Ce petit picotement qui parcourt ta peau quand quelque chose change dans une pièce. Quelque chose que tu ne vois pas, mais que ton corps perçoit. J'ai levé les yeux. Il y avait un homme debout dans l'embrasure de la porte. Je ne l'avais pas entendu entrer. Il était juste là. Silencieux. Immobile. Ses vêtements étaient étranges. Pas des habits de rando trop propres, trop raides. Une chemise à carreaux rouges boutonnée jusqu'en haut. Un jean sombre, de vieilles bottes avec quelque chose de sombre et séché croûté dessus. Son visage était figé. Pas vide, exactement, mais comme s'il avait été pris en plein milieu d'une pensée et n'était jamais revenu. J'ai essayé de garder mon calme. La machine tourne, ai-je dit, ma voix plus forte que prévu. Ça va prendre un moment. Il a hoché la tête. Un mouvement lent et délibéré, mais il n'est pas parti, n'a pas parlé, juste resté là. Finalement, j'ai repris mon livre, faisant semblant de ne pas être hyper conscient de sa présence. J'ai relevé les yeux quelques minutes plus tard. Il avait disparu. Pas de bruit. Pas de grincement de porte. Juste plus là. Je me suis levé, j'ai vérifié l'embrasure, je suis sorti. Le sentier était vide. Rien ne bougeait sauf les arbres. Pas d'empreinte. Pas de pas qui s'éloignent. Juste la forêt. Peut-être qu'il est parti discrètement. Peut-être qu'il n'aimait pas faire de bruit, mais quelque chose clochait. La machine a bipé. J'ai transféré les vêtements dans le sèche-linge, les mains un peu plus rapides maintenant. Je suis resté debout, dos au mur, les yeux sur la porte. 15 minutes. Puis 20. Le sèche-linge a buzzé. J'ai tendu la main, laissé la chaleur embuer mes lunettes, et j'ai sorti les vêtements dans le panier. Quand je me suis retourné, il était là. Le même homme. Le même coin. La même immobilité. Cette fois, il était à l'intérieur de la pièce. J'ai lâché le panier. Les vêtements se sont éparpillés partout. Mon cœur cognait dans mes oreilles. Ma gorge s'est serrée. Il n'a pas bougé. N'a pas cligné des yeux. Ses yeux n'étaient pas en colère. Il n'était rien. C'était comme s'il ne me regardait pas. Il voyait autre chose, ailleurs, à travers moi. Je me suis accroupi, j'ai ramassé les vêtements, les mains tremblantes. J'ai relevé la tête. Disparu. À nouveau. Pas de bruit. Pas de mouvement. Juste, plus là. J'ai couru. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste déguerpi la colline, le panier rebondissant sur ma hanche, des chaussettes volant derrière moi. Rachel s'est levée quand j'ai éclaté dans la lueur du feu de camp, haletant comme si je venais d'échapper à quelque chose de plus grand que moi. Elle m'a attrapé le bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Elle a ri une seconde, puis a vu que je ne plaisantais pas, ça pouvait être un local, a-t-elle dit, plus prudente. Quelqu'un qui vit par ici. Peut-être qu'il surveillait juste les machines. Il n'est ni entré ni sorti. Il est juste apparu. 2 fois. Elle n'a pas su quoi répondre. On est parti avant l'aube. Au poste des Rangers, j'ai raconté au gars du bureau ce que j'avais vu. Je ne l'ai pas dramatisé, juste les faits. Son visage est devenu blanc. Chemise rouge à carreaux, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a soufflé. Ça, c'est Danny. Il était bénévole ici. Un bon gars. Disparu il y a 5 ans pendant un orage. On l'a cherché pendant des jours. On n'a jamais rien trouvé. Il s'est renversé dans sa chaise. Les gens le voient encore traîner près de ce bloc sanitaire, surtout. Il ne parle jamais. Bouge à peine. Il apparaît juste. Disparaît toujours. Toujours comme si la forêt le retenait encore, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Rachel m'a serré la main. On n'a pas parlé pendant le trajet du retour.
Ce fut la dernière fois que j'ai campé aussi profond. Maintenant, je reste près des routes, près des gens. Et quand je suis seul ou dans des launderies, des aires de repos, même ma cave, et que j'ai cette sensation, comme si l'air s'était figé et que quelque chose était dans la pièce avec moi, je ne me retourne pas tout de suite, parce que je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un n'est pas vraiment là. Et je sais qu'ils ne partent pas toujours. Histoire 9 Le marcheur du creux. Ce boulot est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de passer du temps dans le chalet du grand-père de Lily. Je me suis dit qu'une pause dans les montagnes pourrait m'aider à me recharger après des années de bruit urbain, de burn-out, et de sandwich à $20. Alors quand Lily a dit que l'endroit était inoccupé dans les Blue Ridge, ça sonnait comme une victoire tranquille. Elle y était depuis quelques semaines avant moi pour mettre de l'ordre. L'endroit était plus un décor de film d'horreur survie qu'une maison de vacances. Pas d'isolation, un porche qui penchait comme s'il devait de l'argent à la gravité, et un poêle à bois qui gémissait chaque fois qu'on le nourrissait. Mais c'était calme. Pas de trafic, pas de voisins, juste nous et une forêt si silencieuse qu'elle en semblait fausse. Quand j'y suis arrivé, Lily s'était fait des amis, surtout des ados locaux, ce qui m'a surpris au début. Elle avait 28 ans. Eux étaient lycéens, mais c'était de bons gamins, vraiment serviables. Jessie est même passé avec des outils pour m'aider à renforcer le toit après qu'une tempête l'ait démoli. Ils n'étaient pas ce à quoi je m'attendais de la part d'ados de montagne. Ils étaient curieux de nous, impatients de partager ce qu'ils savaient. Puis il y avait Caleb. Il avait 17 ou 18 ans, grand, trop maigre, toujours vêtu de la même veste crasseuse peu importe la météo. Quelque chose chez lui m'a mis mal à l'aise dès le début. Il ne parlait pas beaucoup, et quand il le faisait, c'était d'une manière comme s'il n'était que le messager de quelque chose de plus grand. Le genre de gamin qui te fait vérifier tes verrous le soir, même s'il n'a rien fait de concret. La première fois que je l'ai rencontré, il était déjà sur notre porche, juste assis là, balancé comme s'il possédait les lieux. Il m'a regardé et a dit « T'es le mec de la ville ?» J'ai hoché la tête, à moitié dans mon premier café de la journée. « Ouais, t'es celui qui squatte mon porche. » Il a souri, mais ça n'avait rien d'une blague. « J'espère que t'as apporté quelque chose à laisser derrière toi. » Ça devait vouloir dire quelque chose. J'ai juste ri et je suis rentré. Mais après ça, il était partout. Peu importait ce qu'on faisait ou où on allait, il apparaissait. Pas de voiture. Pas d'avertissement. Juste là, à la tête du sentier, près de la station-service, même une fois à la lisière de notre propriété, juste à nous observer. J'ai essayé de garder ça léger. Les petites villes sont différentes, non? Les gens sont proches. Les limites sont floues. Je me le suis répété sans arrêt. Puis il a commencé à laisser des trucs. Des fagots de plumes liés avec de la ficelle. Des petits nœuds d'os enveloppés dans du cuir. Un matin, on a trouvé une petite figurine en bois gravée de symboles que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai confronté, il a haussé les épaules et a dit « Pour la protection ». Je lui ai dit de ne plus rien laisser. Il n'a même pas discuté, il a juste dit « Tu en auras besoin bientôt ». La bizarrerie a empiré vite. Caleb a commencé à parler de quelque chose qu'il appelait « le marcheur du creux ». Il a dit que ça vivait dans les bois, caché sous le brouillard. Que ça ne tuait pas les gens. Ça les vidait. Il a dit que si tu le voyais un jour, tu ne crierais pas. Tu oublierais juste comment faire quoi que ce soit. Comme si ton corps s'éteignait de l'intérieur. Tout le monde a ri. Les nouveaux amis de Lily, même Jessie. Mais pas Caleb. Il avait l'air soulagé, comme si notre incrédulité l'empêchait de nous remarquer. Puis est venue la nuit du feu de camp. Les parents de Jessie avaient une sorte de rassemblement de récolte profond dans une clairière au-delà de la lisière des arbres. C'était sympa. Feu de camp. Cidre. Musique. Pendant quelques heures, ça a semblé normal, jusqu'à ce qu'on rentre. C'est là que Caleb est réapparu. Pas de lampe torche. Pas de chaussures. Juste nous suivant comme s'il appartenait à notre groupe. Quand on est arrivé près du ruisseau qui coupait sa prétendue ligne de propriété, on s'est arrêté, on lui a dit ferme de nous laisser tranquilles. Il a juste souri largement et a dit « Ça c'est déjà où vous dormez ». Ça a été le tournant. À partir de cette nuit-là, vers 3 heures du mat, comme à l'heure, on entendait des grattements. Faibles au début, puis plus forts. Des pas lourds sur le toit, des bruits de traînées sous le plancher. J'ai même entendu une respiration une fois,
proche, comme si quelqu'un était juste dehors, près de notre fenêtre. On a installé des caméras de mouvement. Rien n'est apparu, pas même des branches qui bougent, juste de l'audio au grattement, tape, quelque chose qui traînait sur le bois. Puis j'ai trouvé le sac de Caleb planqué derrière notre bois de chauffage. À l'intérieur, il y avait des dents. Certaines étaient clairement animales, d'autres, peut-être pas. Après ça, tout a basculé. Jessie a arrêté de répondre aux messages. La serveuse sympa du dîner a commencé à se signer quand on entrait. Les gens détournaient le regard. MJ, la cousine de Caleb, a été la seule à finement craquer. Elle a dit qu'il n'était pas rentré depuis des jours. Qu'il parlait de voix dans les arbres, pas qu'il les entendait, qu'il les comprenait. On n'a pas attendu. On a jeté tout ce qu'on pouvait dans le camion et on est parti. Rouler toute la nuit. Pas de musique. Pas de paroles. Juste le bruit du vent derrière nous et la sensation de ne pas rouler assez vite. On a déménagé. Changé de numéro. Créé de nouveaux comptes. Dit aux amis de ne pas nous mentionner en ligne. Pendant un moment, ça a marché, mais ça n'a pas duré. Il y a une semaine, j'ai trouvé une plume liée avec un fil rouge sur le rebord de la fenêtre de notre nouveau logement. Rien d'autre. Pas de bruit. Juste ça. On a refait les valises. On n'a même pas tout déballé avant de trouver une nouvelle location à plusieurs états de là. Et maintenant, on ne sort plus la nuit. Les rideaux restent fermés. On ne dit à personne où on vit. Et quand le brouillard s'installe épais, on reste silencieux, complètement immobile. Parce que je ne sais pas si Caleb était le marcheur du creux, ou s'il l'a amené avec lui, ou si ça s'est servi de lui comme appât. Histoire dire ce que j'ai ramené. C'était un de ces moments de burn-out, tu vois, où même faire du café semble une corvée et ton cerveau n'est que bruit blanc toute la journée. Entre le grain du télétravail non-stop et une rupture silencieuse qui avait transformé mon appartement en chambre d'écho, j'ai heurté un mur. C'est là que j'ai trouvé cette cabane en ligne, quelque part dans les montagnes hors d'un endroit appelé Granger Hollow, en Caroline du Nord. L'annonce disait « Cabane rustique d'une pièce, pas de Wi-Fi, intimité totale ». C'était assez bon marché pour être suspect, mais je l'ai réservé quand même. J'avais besoin d'un reset, et honnêtement, je m'en fichais si l'endroit tombait en ruine. C'était rudimentaire, mais pas invivable. Une pièce. Pas d'isolation. Des fenêtres qui ne fermaient pas bien. Une ampoule faible au plafond qui clignotait quand il y avait du vent. La cheminée était bouchée de suie, et l'air sentait le bois ancien et la poussière. Aucun réseau, mais c'était silencieux à en faire mal, et ça semblait un luxe. Les premiers jours ont été surprenants de paix. J'ai randonné sur les vieux sentiers derrière la cabane, cuit des repas sur un feu de camp, lu des polars en édition poche. J'ai même commencé à griffer des trucs dans un carnet. Petits souvenirs. Rêves. Fragments de pensée. Je ne l'avais pas fait depuis des années. Parfois, je tombais sur des signes de ce qui avait été là avant. Des fondations en ruine. Des cheminées écroulées. Des clous rouillés. Des arbres. Les bois semblaient anciens, comme s'ils se souvenaient de tout. Puis, 5 jours après mon arrivée, j'ai remarqué un fagot de branches liées avec de la ficelle grossière, posé à côté de la porte. Petit. Simple. Comme un charme, ou peut-être un artisanat local. Je me suis dit que c'était de l'art local, peut-être laissé par quelqu'un qui était passé par là. Mais le lendemain matin, un autre est apparu. Celui-ci pendu à une branche basse, juste sur le sentier que je prenais tous les jours. Même taille. Même ficelle. Et quelque chose dans la façon dont il oscillait, comme s'il était fait pour être vu, m'a tordu l'estomac. Le troisième était sur ma table, à l'intérieur de la cabane. Ça a fait basculer quelque chose. J'avais verrouillé la porte la veille. Je me suis souvenu l'avoir fait. Les fenêtres étaient fermées, rien n'était cassé, mais il était là, posé bien au centre, comme si quelqu'un était entré pendant que je dormais. À partir de là, je n'ai plus pu me détendre. Chaque craquement me faisait sursauter. J'ai vérifié les verrous 3 fois. La forêt a commencé à sembler mauvaise, comme si on m'observait. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 3 heures au son de pas dehors. Lent. Régulier. Des feuilles qui craquent. Peu importe qui ou quoi c'était, ça a fait un tour complet autour de la cabane 1 fois, 2 fois au puis silence. Pas de voix. Pas d'animaux.
Juste un silence si épais qu'il me faisait siffler les oreilles. À l'aube, j'ai trouvé un autre charme sur mon oreiller. Je n'ai même pas mangé. J'ai juste marché jusqu'à l'épicerie générale, le seul endroit en ville avec un téléphone qui fonctionnait. Le gars derrière le comptoir avait l'air taillé dans de l'écorce. Quand je lui ai demandé pour les fagots de branches, il n'a même pas fait semblant de ne pas savoir. « Tu loges chez les Daubin, c'est ça ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Il a soupiré, s'est essuyé les mains sur son jean. « T'es pas le premier. » Il m'a dit que des gens étaient partis tôt de cette cabane plus d'une fois. Certains parlaient de voix étranges, qui ressemblaient à des gens qu'ils connaissaient. D'autres affirmaient voir des formes bouger entre les arbres. La plupart ne voulaient pas en parler après être partis. Juste l'oublier. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire, ces charmes. Parfois un avertissement, a-t-il dit. Parfois une invitation. J'aurais dû faire mes valises sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais croire que je pouvais tenir, que j'étais juste stressé et que j'imaginais des trucs. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, un verre dans une main et un couteau de cuisine dans l'autre. Vers minuit, le feu s'est éteint d'un coup. Pas de vent. Pas de craquement. Juste l'obscurité. C'est là que je les ai vus, au-delà de la lisière des arbres. Des silhouettes. Trop minces. Trop grandes. Elles bougeaient d'une façon qui n'était pas humaine, saccadée, délibérée. L'une d'elles a fait un pas en avant, tenant quelque chose de petit. Elle a marché droit jusqu'au seuil et l'a posé par terre. Un autre charme. Celui-ci lié avec ce qui semblait être des cheveux et quelque chose de blanc et cassant. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai même pas respiré. À l'aube, j'ai jeté tout dans ma voiture et j'ai démarré. Je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas vérifié les verrous. Je n'ai même pas regardé en arrière. Depuis, je me suis dit que c'était le stress, la cabin fever, un mauvais rêve étiré sur trop de nuits blanches. Mais il y a 2 semaines, j'en ai trouvé un de ces charmes en brindilles posé sur le capot de ma voiture, dans le garage de mon immeuble. Alors ouais, je me suis tiré. Je vais bien maintenant, mais je ne pense pas être rentré seul. Si ces histoires vous ont plu, laissez un like, abonnez-vous, et partagez-les. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, racontez-le en commentaire. Parce que maintenant, je sais une chose, ces montagnes gardent leurs secrets. Et parfois, elles les partagent.